Le crépuscule descend sur Paris en cette soirée d'automne de 1250. Les derniers rayons effleurent Notre-Dame, transformant la pierre grise en or pâle. Bientôt, la cloche du couvre-feu retentira. Mais pour deux hommes, le travail commence. Le premier gravit les escaliers vers la chambre des cloches de Notre-Dame, 69 mètres au-dessus du parvis. Le second prend position sur les murailles, à 15 mètres du sol. Tous deux portent de la laine. Tous deux font face à une longue nuit d'octobre. Ils ne le savent pas, mais l'un d'eux grelottera de froid tandis que l'autre restera relativement confortable. Pourquoi passer une nuit dans un clocher médiéval était-il infiniment plus froid que monter la garde sur les murailles? Nous allons examiner les différences architecturales, les principes physiques de la perte de chaleur, comment le vent et l'élévation créaient des conditions brutales, les propriétés thermiques de la pierre, l'expérience vécue des guetteurs, et ce que tout cela révèle sur la société médiévale. Ce n'était pas qu'une question d'inconfort. Par les nuits glaciales, cette différence devenait une question de survie. La réponse implique la physique atmosphérique, l'ingénierie et les réalités sociales d'une époque où tous n'étaient pas considérés comme méritant la même protection. Vous ne verrez plus jamais un clocher de la même manière. Commençons par comprendre les structures elles-mêmes. Les clochers médiévaux, ces campaniles majestueux qui dominent encore aujourd'hui les silhouettes urbaines européennes, n'étaient pas construits par hasard à des hauteurs vertigineuses. Leur élévation servait un but précis et essentiel: projeter le son des cloches au-dessus de l'encombrement urbain, à travers toute la cité et même dans la campagne environnante. Les tours jumelles de Notre-Dame de Paris s'élèvent à 69 mètres, construites entre 1220 et 1250, dans le style gothique qui définit l'époque. La tour sud de la cathédrale de Chartres atteint 105 mètres de hauteur, un exemple saisissant du style roman. À Saint-Nicolas-de-Port, en Lorraine, les tours mesurent 87 et 85 mètres. À Amiens, la tour nord culmine à 68 mètres, la tour sud à 61. À l'abbaye Saint-Ouen de Rouen, les tours octogonales jumelles s'élancent à 76 mètres vers le ciel. Ces dimensions ne sont pas le fruit de la vanité architecturale, mais répondent à une nécessité fonctionnelle absolue. Pour que le son d'une cloche puisse être entendu à plusieurs kilomètres de distance, franchissant les toits en pente, les places de marché grouillantes, les vergers et les champs, l'élévation était indispensable. Or, cette même hauteur exigeait des caractéristiques architecturales spécifiques qui allaient profondément impacter quiconque devait y passer du temps. Les chambres des cloches devaient être équipées d'ouvertures en forme de persiennes, ces baies caractéristiques avec des lamelles inclinées que l'on aperçoit sur tous les clochers. Ces ouvertures permettaient au son de se propager de manière omnidirectionnelle, portant le message des heures, des alarmes, des célébrations ou des deuils dans toutes les directions. Les lamelles réduisaient quelque peu la force du vent tout en laissant passer les ondes sonores avec une efficacité maximale. Voilà le paradoxe cruel. Exactement ce qui rendait ces tours excellentes pour leur fonction première les rendait absolument terribles pour le confort humain. La construction de ces tours représentait une merveille d'ingénierie pour l'époque. Les fondations devaient être extrêmement profondes pour ancrer solidement une structure aussi élancée. Les murs porteurs en maçonnerie, percés d'ouvertures en arc, distribuaient le poids vers le bas, tout en maintenant la stabilité latérale face aux bourrasques de vent. À de telles hauteurs, les forces éoliennes devenaient considérables. Imaginez le stress mécanique exercé sur une colonne de pierre de 70 ou 100 mètres exposée aux tempêtes. Les architectes médiévaux, travaillant sans calcul mathématique moderne, devaient s'appuyer sur l'expérience accumulée, l'intuition géométrique et, parfois, sur des essais et des erreurs coûteux. Les tours devaient résister non seulement au vent, mais aussi aux vibrations produites par les cloches elles-mêmes
lorsqu'elle sonnait. Le balancement d'une grosse cloche en bronze pesant plusieurs tonnes générait des forces considérables qui se transmettaient à travers toute la structure. Tournons-nous maintenant vers les murailles de la ville, structure d'un tout autre ordre. Les fortifications médiévales étaient construites selon une philosophie radicalement différente. Là où les tours cherchaient à s'élancer vers le ciel, les murailles s'accrochaient à la terre avec une massivité délibérée. Une muraille urbaine typique mesurait entre 2,5 mètres et 6 mètres d'épaisseur. Les courtines, ces sections de murs reliant les tours de défense, atteignaient couramment 30 à 40 pieds de hauteur, soit environ 10 à 12 mètres, avec une épaisseur minimale de 7 à 8 pieds, soit plus de 2 mètres. Selon le terrain et les menaces anticipées, cette épaisseur pouvait atteindre 8 à 20 pieds, jusqu'à 6 mètres de pierre solide. Les grandes structures de châteaux pouvaient même dépasser 12 pieds d'épaisseur. La construction suivait une technique éprouvée. 2 parements extérieurs en pierre de taille bien ajustée, appelés appareils, avec un cœur de blocage constitué de gravats liés par du mortier. Cette construction massive servait évidemment la défense. Résister aux béliers, aux projectiles de catapultes, aux tentatives de sape, tout cela exigeait une solidité extraordinaire. Mais ces mêmes caractéristiques procuraient des avantages secondaires inattendus pour les gardes qui patrouillaient sur les chemins de ronde. Le chemin de ronde, cette passerelle protégée qui courait derrière les créneaux, offrait un espace de travail relativement abrité. Le parapet, ce muret de pierre faisant face vers l'extérieur, protégeait les défenseurs non seulement des flèches ennemies, mais aussi du vent. Les créneaux, ces alternances caractéristiques de merlons élevés et de créneaux abaissés qui donnent aux murailles médiévales leur silhouette dentelée, créaient des zones où un garde pouvait s'accroupir, se mettre à l'abri. Au nord des Alpes, dans les régions aux hivers particulièrement rigoureux, certains chemins de ronde étaient même équipés de toits en charpente, offrant une protection supplémentaire contre les intempéries. Voilà donc la différence fondamentale qui nous intéresse. Les tours étaient verticales, ouvertes, conçues pour interagir avec l'air et le mouvement du son à travers cet air. Les murailles étaient horizontales, massives, conçues pour exclure l'environnement extérieur et protéger ce qui se trouvait à l'intérieur. Une structure s'élançait dans le ciel, cherchant à dominer l'espace aérien. L'autre épousait le contour du sol, cherchant à créer une barrière impénétrable. Cette distinction architecturale allait déterminer tout le reste et condamner les guetteurs des tours à des nuits bien plus froides que leurs collègues des murailles. Dans les chapitres qui suivent, nous allons décortiquer précisément pourquoi et comment cette différence de conception se traduisait par une différence de température ressentie pouvant atteindre 8 à 10 degrés ou plus. Avant d'explorer les mécanismes spécifiques du froid dans les clochers, posons le contexte climatique de l'Europe médiévale. Nous sommes en pleine période chaude médiévale, cette ère climatique qui s'étend approximativement de 950 à 1250 après Jésus-Christ. Les études paléoclimatiques suggèrent qu'elle fut probablement plus chaude de 1 à 2 degrés Celsius que le début du XXe siècle en Europe. Cette période permit des récoltes abondantes, des étés prolongés et contribua à l'expansion démographique et économique spectaculaire de l'époque. Les vignobles allemands s'étendaient jusqu'à 780 mètres d'altitude, contre 560 mètres aujourd'hui, suggérant un réchauffement d'environ 1 degré à 1 degré et 4 dixièmes. Les chroniques de l'époque mentionnent des hivers relativement cléments dans certaines régions. Toutefois, attention au piège d'une vision trop optimiste. Car en réalité, même durant cette période chaude médiévale, les hivers en Europe centrale demeuraient, selon l'expression des climatologues historiques, presque systématiquement froids, de l'an 1000 jusqu'à la fin du XIXe siècle. Les hivers plus doux touchaient surtout le nord de l'Europe,
grâce aux variations de l'oscillation nord-atlantique, un phénomène climatique qui influence la circulation atmosphérique. Mais pour un garde montant au sommet d'un clocher par une nuit claire d'octobre ou de novembre, peu importait que le climat général fût légèrement plus chaud qu'au siècle précédent ou suivant. Les nuits claires d'hiver, précisément les plus dangereuses pour les personnes exposées, restaient glaciales. Sans prévision météorologique moderne, ces hommes ne savaient jamais à l'avance à quel point la nuit serait froide. Ils prenaient leur poste en espérant le meilleur, se préparant au pire. Penchons-nous maintenant sur les mécanismes physiques de la perte de chaleur que subissaient ces gardiens. Le corps humain perd de la chaleur selon plusieurs voies principales. D'abord, la conduction. La chaleur se transmet directement à travers les matériaux solides en contact avec le corps. Lorsqu'un garde s'appuie contre le mur de pierre froid, la chaleur de son corps s'écoule dans la pierre. Ensuite, la convection. L'air en mouvement emporte la chaleur corporelle, un processus que le vent accélère dramatiquement. La radiation représente environ 60% de la perte thermique. Le corps humain émet en permanence des rayonnements infrarouges vers l'environnement. Par une nuit claire, cette chaleur rayonne directement vers l'espace, vers le vide glacé au-dessus de l'atmosphère. Les gardes médiévaux expérimentaient ces modes de perte de chaleur simultanément, sans pouvoir nommer scientifiquement ce qui leur arrivait, mais en ressentant cruellement les effets. L'altitude introduit un facteur supplémentaire fascinant. En montant en altitude, la température de l'air diminue selon un gradient prévisible. Dans des conditions atmosphériques standards, la température baisse d'environ 6,5 degrés Celsius par 1000 mètres d'élévation verticale. Un garde positionné à 80 mètres de hauteur se trouvait donc dans un air environ un demi-degré plus froid qu'au niveau du sol. Cela peut sembler modeste, mais chaque fraction de degré compte lorsqu'on passe des heures exposées aux éléments. Cependant, la réalité atmosphérique nocturne était bien plus complexe que ce simple gradient. Intéressons-nous à un phénomène que les gardes ne pouvaient pas comprendre, mais qu'ils subissaient chaque nuit claire: l'inversion de température nocturne. En journée, le soleil réchauffe la surface terrestre, qui à son tour réchauffe l'air en contact avec elle. L'air chaud, moins dense, s'élève, créant le schéma familier où la température diminue avec l'altitude. Mais voyons ce qui se produit après le coucher du soleil. La Terre commence à perdre sa chaleur par rayonnement infrarouge vers l'espace. Par une nuit claire, sans couverture nuageuse pour réfléchir cette chaleur vers le bas, le refroidissement radiatif devient intense. Le sol et les couches d'air immédiatement adjacentes se refroidissent rapidement. Or, l'air froid est plus dense que l'air chaud. Au lieu de s'élever, il reste au sol, stagnant. Ce processus crée ce qu'on appelle une inversion de température, une situation où, contrairement à la normale diurne, la température augmente avec l'altitude sur les premières centaines de mètres au-dessus du sol. L'effet est maximisé par les nuits claires avec un vent léger et un air sec, exactement les conditions d'une belle nuit d'octobre, comme celle que vivaient nos deux gardes. Cette inversion peut se former jusqu'à 1500 mètres d'altitude, avec un gradient typique d'environ 10 degrés par kilomètre, mais à l'envers, l'air se réchauffant en montant au lieu de se refroidir. Qu'est-ce que cela signifiait pour nos gardes? Le garde sur les murailles, à 15 mètres du sol, se trouvait plongé dans la couche d'air la plus froide, celle refroidie directement par contact avec le sol. Le garde du clocher, à 70 mètres de hauteur, se trouvait potentiellement dans une couche d'air légèrement plus chaude, au-dessus de la zone de refroidissement maximale. Alors, le clocher aurait dû être plus chaud? Non, et c'est là que l'histoire devient vraiment intéressante. Car ce léger avantage théorique en température de l'air était complètement annulé, et bien au-delà, par un autre facteur atmosphérique que nous allons maintenant examiner. Le vent.
Le vent, cet élément que nous tenons souvent pour acquis, devient une force redoutable lorsqu'on y est exposé pendant des heures dans le froid. Pour comprendre pourquoi les clochers étaient si balayés par le vent, nous devons examiner comment la vitesse du vent varie avec l'altitude. Au niveau du sol, le vent rencontre une friction constante. Les bâtiments, les arbres, les accidents de terrain, même les haies et les clôtures freinent le mouvement de l'air. Dans une ville médiévale dense, avec ses ruelles étroites, ses maisons serrées les unes contre les autres, ses murs d'enceinte, le vent au sol était considérablement ralenti. À 15 mètres de hauteur sur les murailles, on commençait à échapper à cette protection. Mais les structures environnantes offraient encore une certaine barrière. Les tours de défense, les bâtiments adossés aux murailles, les toits des maisons créaient un paysage aérodynamique complexe qui perturbait et ralentissait les flux d'air. Mais qu'en était-il à 60, 70 ou 100 mètres d'altitude? À ces hauteurs, le clocher dépassait tout. Il se dressait au-dessus des toits les plus élevés, au-dessus même des autres églises et des tours de défense. À cette élévation, le vent rencontrait infiniment moins d'obstacles. L'air pouvait circuler librement, atteignant des vitesses bien supérieures à celles du niveau du sol. Les météorologues modernes savent qu'à 100 mètres d'altitude, la vitesse du vent peut être 2 fois supérieure ou plus à celle mesurée à 10 mètres du sol. Un vent de 20 km par heure au niveau de la ville pouvait facilement devenir un vent de 40 ou 50 km par heure au sommet d'un clocher. Et cela par une nuit relativement calme. Lors d'une véritable tempête, les conditions devenaient proprement terrifiantes. Les gardes médiévaux ne possédaient pas le terme « refroidissement éolien », mais ils en comprenaient viscéralement le concept. Ils savaient par expérience qu'il existe une différence monumentale entre de l'air froid immobile et de l'air froid en mouvement. La science moderne nous explique pourquoi. Notre corps génère constamment de la chaleur par son métabolisme. Cette chaleur crée une fine couche d'air réchauffée autour de notre peau. Quand l'air est calme, cette couche isolante reste relativement stable, réduisant la perte de chaleur. Mais dès que le vent souffle, il arrache continuellement cette couche protectrice d'air chaud, la remplaçant instantanément par de l'air froid. Plus le vent est fort, plus ce processus s'accélère, plus la chaleur s'échappe rapidement de notre corps. À 0 degré Celsius, avec un vent de 30 km par heure, la température ressentie peut facilement descendre à moins 10 degrés ou plus froid encore. Le corps humain perd sa chaleur comme si l'air était réellement à cette température plus basse. Maintenant, concentrons-nous sur l'architecture spécifique du clocher et son interaction avec le vent. Ces ouvertures en persienne dont nous avons parlé, conçues avec tant d'ingéniosité pour diriger le son vers le bas et vers l'extérieur, créaient un problème majeur pour quiconque devait se tenir dans la chambre des cloches. Ces baies ne pouvaient pas être fermées. Leur fonction même exigeait qu'elles restent ouvertes en permanence. Les lamelles inclinées réduisaient certes quelque peu la force directe du vent, mais n'empêchaient nullement l'air de circuler. En fait, elles créaient souvent des turbulences, des tourbillons d'air imprévisibles qui rendaient l'environnement encore plus inconfortable. La chambre entière devenait un genre de tunnel à vent, avec des ouvertures sur les 4 faces permettant au vent de souffler depuis n'importe quelle direction. Représentez-vous la scène. Vous êtes un guetteur dans cette chambre de pierre. Le vent peut venir du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Peu importe où vous essayez de vous positionner, vous ne trouvez aucun coin véritablement abrité. Si vous vous collez contre le mur, et pour échapper au vent d'ouest, les turbulences créées par les ouvertures sud et nord vous atteignent quand même. L'air tourbillonne, siffle à travers les ouvertures, fait vaciller la flamme de votre lanterne. Votre cape claque contre vous, réduisant son efficacité isolante.
L'humidité de votre respiration se condense immédiatement en buée blanche qui disparaît dans l'obscurité. Vos oreilles bourdonnent du sifflement constant. C'est épuisant, pas seulement physiquement, mais psychologiquement. Le vent implacable, heure après heure, mine le moral autant qu'il vole la chaleur corporelle. Comparons maintenant avec la situation sur les murailles. Le garde positionné sur le chemin de ronde bénéficiait d'une protection considérable. Le parapet, ce mur de pierre solide faisant face vers l'extérieur, bloquait le vent venant de l'extérieur de la ville, généralement la direction des vents dominants. Les merlons, ces portions élevées des créneaux, offraient des zones de protection supplémentaires. Un garde pouvait s'accroupir derrière un merlon et se trouver presque complètement à l'abri du vent. De plus, de nombreux chemins de ronde comportaient des tours de garde espacées régulièrement le long du circuit. Ces tours offraient de petites chambres chauffées, ou du moins abritées, où les gardes pouvaient entrer pour se réchauffer temporairement. Les portes des villes, avec leur structure de porterie, offraient également des espaces clos. Un garde frigorifié sur les murailles pouvait crier à son collègue « Je rentre 2 minutes me réchauffer », descendre dans la guérite, se rapprocher d'un brasier, puis reprendre sa patrouille. Cette option n'existait tout simplement pas pour le guetteur solitaire en haut de son clocher. Pour saisir pleinement pourquoi les murailles restaient plus chaudes que les clochers pendant la nuit, nous devons comprendre un concept que les bâtisseurs médiévaux connaissaient intuitivement sans pouvoir le nommer scientifiquement: la masse thermique. La pierre possède une capacité remarquable d'absorber et de stocker la chaleur. Durant la journée, lorsque le soleil brille sur une structure de pierre, celle-ci absorbe progressivement l'énergie solaire. La pierre se réchauffe lentement mais sûrement. Puis, lorsque la nuit tombe et que l'air se refroidit, la pierre ne perd pas immédiatement cette chaleur accumulée. Elle la libère progressivement, rayonnant de l'énergie thermique pendant des heures. La pierre fonctionne essentiellement comme une batterie thermique, emmagasinant la chaleur quand elle est disponible et la restituant quand l'environnement se refroidit. Examinons maintenant les murailles de la ville sous cet angle. Imaginez un mur de 4 mètres d'épaisseur, construit avec 2 parements de pierre de taille et un cœur de blocage. Le volume total de matériaux dans un seul mètre linéaire de ce mur est colossal. Multipliez cela par la circonférence entière des fortifications, peut-être plusieurs kilomètres, et vous obtenez une masse de pierre véritablement gigantesque. Pendant toute la journée, particulièrement les sections orientées au sud et à l'ouest, qui reçoivent le plus d'ensoleillement, ce mur absorbe la chaleur solaire. Les parements extérieurs chauffent d'abord, puis cette chaleur se diffuse lentement vers l'intérieur, pénétrant progressivement dans toute l'épaisseur du mur. Au moment où le soleil se couche, ces murs contiennent une quantité énorme d'énergie thermique stockée. Que se passe-t-il ensuite pendant la nuit? Les murs commencent à libérer cette chaleur emmagasinée. La pierre rayonne de l'énergie infrarouge vers l'extérieur et vers l'intérieur. Un garde positionné sur le chemin de ronde, à proximité immédiate de cette masse de pierre, bénéficie de ce rayonnement thermique. Même si l'air ambiant est à 0 degré, le mur lui-même peut rester à 5, 6, voire 8 degrés pendant plusieurs heures après le coucher du soleil. Posez votre main sur un mur épais par une nuit d'automne, quelques heures après le crépuscule. Vous sentirez cette chaleur résiduelle. Pour un garde qui passe toute la nuit adossé contre ce mur, ou circulant le long de celui-ci, cette source de chaleur radiante fait une différence considérable. Ce n'est pas comme se tenir près d'un feu, certes, mais c'est infiniment mieux que d'être exposé à l'air glacé sans aucune source de chaleur environnante. Tournons-nous maintenant vers le clocher et ses limitations thermiques cruelles. Les murs d'un clocher devaient être construits différemment de ceux d'une muraille défensive. Pour atteindre de telles hauteurs, avec la technologie médiévale,
il fallait optimiser le rapport entre résistance structurelle et poids. Des murs trop épais auraient alourdi excessivement la structure, exigeant des fondations encore plus massives et rendant la construction prohibitivement difficile et coûteuse. Par conséquent, les murs des clochers étaient relativement minces comparés aux murailles, peut-être 1 mètre à 1,5 mètres d'épaisseur au lieu de 4 à 6 mètres. De plus, ces murs étaient percés de grandes ouvertures, les fameuses baies à persiennes nécessaires pour la propagation du son. Chaque ouverture réduisait d'autant la masse de pierre disponible pour stocker la chaleur. Considérons également l'exposition au soleil. Une muraille horizontale présente de grandes surfaces planes orientées dans des directions cardinales, sud, ouest, nord, est. Les sections sud et ouest reçoivent un ensoleillement généreux pendant l'après-midi. Un clocher, structure verticale et relativement étroite, présente une surface exposée au soleil, bien moindre à tout moment donné. De plus, la forme cylindrique ou carrée des tours fait que seule une face à la fois reçoit l'ensoleillement direct. Le volume de pierre échauffé pendant la journée reste donc beaucoup plus limité. Ajoutons à cela les nombreuses ouvertures à travers lesquelles s'échappe toute chaleur accumulée. Au lieu de conserver l'énergie thermique comme le fait une muraille massive et relativement fermée, le clocher la dissipe presque aussi vite qu'elle est absorbée. Vers minuit, la pierre du clocher a généralement atteint la température de l'air extérieur. Elle n'offre plus aucun avantage thermique aux malheureux guetteurs. Mais ce n'est pas tout. Il existe un phénomène supplémentaire qui aggrave la situation dans les tours hautes, l'effet de cheminée ou effet de tirage. Ce principe physique simple mais implacable fonctionne ainsi. L'air chaud, étant moins dense que l'air froid, a tendance à s'élever. Dans un espace vertical comme un clocher, avec ses multiples étages reliés par des escaliers en colimaçon, toute source de chaleur, que ce soit les cloches qui ont sonné et qui dégagent encore un peu de chaleur par friction, ou simplement la chaleur corporelle du garde, produit de l'air légèrement réchauffé. Cet air plus chaud monte naturellement vers le sommet de la tour. En s'élevant, il crée une légère dépression qui aspire de l'air plus frais depuis le bas. S'échappant par les ouvertures du sommet, il est remplacé par de l'air froid qui entre par les niveaux inférieurs. Ainsi s'établit une circulation continue, un courant d'air vertical qui ventile constamment la tour, emportant toute chaleur potentielle vers le haut et introduisant sans cesse de l'air froid depuis le bas. Le garde assis dans la chambre des cloches se trouve donc dans un flux constant d'air froid circulant depuis les profondeurs de la tour. Impossible d'échapper à ce courant. Même s'il parvenait à allumer un petit feu, ce qui était d'ailleurs rarissime pour des raisons que nous explorerons bientôt, la chaleur produite monterait immédiatement et s'échapperait par les ouvertures supérieures. Le garde ne bénéficierait que brièvement de la proximité directe de la flamme. Sur les murailles, en revanche, cet effet de cheminée n'existait pas. La configuration horizontale ne créait pas de flux vertical. Un brasier placé sur le chemin de ronde réchauffait l'air environnant qui, bien que tendant à s'élever, restait suffisamment près des gardes pour leur procurer du confort pendant un temps appréciable. Il existe encore un autre aspect de la masse thermique qu'il vaut la peine de mentionner. En hiver, lorsque les journées sont courtes et le soleil bas sur l'horizon, lorsque le ciel reste couvert pendant des jours, la pierre ne reçoit pas assez d'énergie solaire pour se réchauffer véritablement. Dans ces conditions, la masse thermique se retourne contre vous. Au lieu d'être une batterie thermique qui stocke et restitue la chaleur, la pierre devient ce qu'on pourrait appeler une batterie de froid. Refroidie pendant la longue nuit, restant à l'ombre pendant le jour bref et nuageux, la pierre maintient une température glaciale jour et nuit. Elle rayonne alors du froid vers l'intérieur. Un garde dans la chambre d'un clocher, en janvier, entouré de plusieurs tonnes de pierre à -5 degrés,
se trouve dans une sorte de réfrigérateur géant. Les murailles, grâce à leur masse supérieure et leur meilleure exposition au soleil même faible, résistent mieux à ce refroidissement extrême, mais les tours élancées deviennent des pièges frigorifiques. Passons maintenant de la physique théorique à l'expérience vécue. Mettons-nous dans la peau de ce guetteur qui gravit les escaliers en colimaçon vers la chambre des cloches alors que la nuit tombe. Son quart de travail typique s'étendrait de 22 heures à 2 heures du matin, ou dans certains cas, du coucher au lever du soleil, soit 9 ou 10 heures d'affilée en plein hiver. Avant l'invention de l'éclairage électrique, avant même les bougies de cire bon marché, la nuit médiévale était d'une obscurité que nous avons du mal à imaginer aujourd'hui. Une seule lanterne à huile ou à suif, projetant une lumière tremblotante et faible. Peut-être, s'il avait de la chance, un petit brasier avec quelques charbons ardents, mais comme nous le verrons, c'était extrêmement rare dans les clochers. Sa mission, rester éveillé, rester en vie, sonner les cloches aux heures prescrites. Les heures canoniales rythmaient la vie monastique et, par extension, la vie urbaine médiévale tout entière. Matine sonnait à minuit, moment où les moines se levaient pour la première prière nocturne. Laude annonçait l'aube. Prime marquait le lever du soleil. Tierce résonnait vers 9 heures, sexte à midi, none vers 15 heures. Vêpres sonnait au coucher du soleil, complis à la tombée de la nuit. Entre ces offices religieux, les cloches marquaient également les heures civiles, le couvre-feu sonnant généralement entre 19 et 21 heures, le plus souvent à 20 heures, pour signaler l'extinction obligatoire des lumières. L'angélus du matin, à 4 ou 5 heures, annonçait la première messe et la fin du guet nocturne. Le guetteur devait connaître ses horaires par cœur et actionner les lourdes cordes des cloches au moment précis, quelle que soit la météo, quelle que soit sa propre condition physique. Mais qui étaient ces hommes qui acceptaient un tel travail? Parlons franchement de leur statut social. Être guetteur nocturne était considéré comme un mauvais emploi, une occupation de bas prestige. Les sources historiques sont sans ambiguïté. Seuls 2 métiers étaient considérés comme encore plus bas dans la hiérarchie sociale, fossoyeur et bourreau. Voilà le contexte social brutal. Mauvaise estime, mauvaise paix, travail dangereux. Exposition aux intempéries, froid mordant en hiver, pluie battante au printemps et en automne, soleil écrasant en été. Les soirées pouvaient être, selon les témoignages d'époque, calmes et assez solitaires. Les guetteurs comptaient les heures jusqu'au lever du soleil lors des nuits glaciales, sachant qu'il leur restait encore 6 heures, 5 heures, 4 heures à endurer. Certains trouvaient refuge dans les auberges qui, malgré le couvre-feu officiel, offraient discrètement de la chaleur et de la compagnie, moyennant paiement, évidemment, et au risque de négliger leurs devoirs. Un dicton populaire résumait l'attitude ambivalente envers ces travailleurs de l'ombre. Vous ne vouliez pas entendre le guetteur nocturne à 3 heures du matin, mais vous étiez content qu'il soit encore vivant. Que signifiait cette phrase énigmatique? D'une part, si vous entendiez le guetteur crier l'heure ou sonner la cloche à 3 heures, cela signifiait généralement qu'il avait repéré quelque chose d'inquiétant, un incendie, des intrus, un danger quelconque. Mieux valait dormir paisiblement sans être réveillé. D'autre part, le fait qu'il accomplisse encore ses devers prouvait qu'il n'avait pas succombé au froid, qu'il n'était pas tombé de la tour, qu'il n'avait pas été attaqué. Sa survie garantissait la sécurité de la communauté. Cette phrase révèle la nature précaire et dangereuse du travail, ainsi que l'attitude quelque peu détachée de la société envers ceux qui l'accomplissaient. Où dormaient ces gardes? Les arrangements variaient. Les gardes militaires dormaient près de leur poste. Les portes possédaient des corps de garde. Les salaires restaient modestes, complétés par de la nourriture et une place pour dormir. Les guetteurs de clocher, rang inférieur, logeaient probablement dans des réduits ecclésiastiques.
Leur équipement, la laine constituait le matériau principal. Elle conserve ses propriétés isolantes, même humides. Des sous-vêtements en lin, plusieurs couches de tuniques en laine, une cape épaisse. Des gants, essentiels mais problématiques pour manipuler les cordes. Les hommes fortunés possédaient une bassinoire avec des pierres chauffées. La plupart n'avaient que leurs habits et leurs prières. Comment survivaient-ils aux longues heures dans le froid mordant? Le mouvement constant restait la stratégie principale. Arpenter la chambre des cloches, marteler le sol de pierre avec les pieds pour maintenir la circulation sanguine, balancer vigoureusement les bras, tenter de se mettre à l'abri derrière n'importe quelle structure disponible, mais dans une tour, le vent venait de toutes les directions. Chanter, parler à voix haute, se réciter des prières pour maintenir l'esprit actif et combattre la somnolence. La tentation de s'asseoir, de fermer les yeux juste un instant devait être terrible. Mais s'endormir présentait deux dangers mortels: tomber de la tour ou mourir d'hypothermie. Les conditions étaient si difficiles que des guetteurs risquaient véritablement leur vie par les nuits les plus froides. L'aspect psychologique ne doit pas être sous-estimé. Sur les murailles, plusieurs gardes patrouillaient ensemble. Ils pouvaient converser, se soutenir mutuellement, partager une gourde de vin chaud ou un morceau de pain. Cette compagnie humaine rendait les heures plus supportables et fournissait aussi une sécurité. Si l'un commençait à montrer des signes d'hypothermie ou de somnolence dangereuse, les autres pouvaient intervenir. Le guetteur de clocher, en revanche, était seul. Seul avec le vent, les cloches silencieuses, l'obscurité, le froid. Les soirées étaient calmes et assez solitaires. Un euphémisme pudique pour une solitude qui devait parfois frôler le désespoir. Des heures à contempler ses choix de vie, à se demander comment il en était arrivé à cet emploi ingrat, à rêver d'un métier meilleur. La peur permanente, non seulement du froid, mais de la chute, de l'échec dans ses devoirs, du jugement social si on le trouvait endormi ou absent de son poste. Prenons du recul. Pourquoi les tours étaient-elles construites ainsi? La réponse réside dans les priorités médiévales. La fonction primordiale d'un clocher était la propagation du son. Les cloches devaient être entendues à plusieurs kilomètres à la ronde. Pour cela, l'élévation était indispensable. Le son se propage en ligne droite jusqu'à ce qu'il rencontre un obstacle. Placée à 70 ou 100 mètres de hauteur, une cloche domine tous les obstacles et son message atteint l'horizon. Les ouvertures à persiennes étaient tout aussi essentielles pour diriger le son omnidirectionnellement. Les vitrées auraient étouffé le son des cloches et affaibli la portée. Le verre médiéval était coûteux, rare et fragile. Les lamelles de pierre représentaient le compromis optimal: permettre au son de sortir tout en réduisant légèrement le vent. La minceur relative des murs découlait des nécessités d'ingénierie. Pour construire en hauteur, il fallait optimiser le rapport entre résistance et charge. Des murs trop épais augmentaient le poids, exigeant des fondations démesurées. Les bâtisseurs gothiques maîtrisaient l'art de construire léger et haut avec des arcs boutants, des contreforts, des voûtes sur croisées d'ogives. La pierre était le seul matériau capable de supporter de telles hauteurs. Le bois aurait été insuffisamment résistant et trop vulnérable au feu. Examinons maintenant les murailles de ville sous le même angle fonctionnel. Leur but premier était la défense. L'épaisseur massive servait à résister aux béliers qui martelaient les portes, aux projectiles de pierre lancés par les catapultes et trébuchets, aux tentatives de sape où les assaillants creusaient des tunnels sous les fondations. Un mur mince aurait été percé rapidement. La solidité absolue n'était pas négociable. La construction sans ouvertures inutiles découlait du même impératif. Chaque trou dans la défense représentait une vulnérabilité potentielle. La hauteur modeste,
10 à 15 mètres typiquement, suffisaient pour décourager les échelles d'assaut tout en restant gérables pour la construction et la défense. Le chemin de ronde protégé, les créneaux, les tours de garde n'étaient pas conçus principalement pour le confort des gardes, mais ces caractéristiques défensives procuraient incidemment un abri appréciable. Voici l'ironie profonde de la situation. Les deux structures servaient des fonctions civiques essentielles. Les deux nécessitaient une occupation humaine pour accomplir leur but. Pourtant, une seule des deux prenait en compte le bien-être humain dans sa conception. Pourquoi? Parce que dans le cas des murailles, la survie des défenseurs équivalait directement à la survie de la ville. Des archers et des soldats mourant de froid sur les remparts ne pourraient pas repousser un assaut. Leur protection devenait donc une préoccupation pratique, pragmatique. Dans le cas des clochers, en revanche, le guetteur était-il considéré comme aussi vital? Apparemment pas. Il devait simplement sonner les cloches. Si le froid le tuait, on le remplacerait. Cette différence révèle quelque chose de fondamental sur les valeurs et la hiérarchie sociale médiévale. Aurait-il été possible de concevoir des clochers plus chaleureux? Faisons une expérience de pensée. Un petit brasier pour réchauffer le guetteur? Le risque d'incendie dans la structure en bois supportant les cloches rendait cela impraticable et terrifiant. Les beffrois, ces charpentes massives en chêne sur lesquelles les cloches s'étaient suspendues, représentaient des décennies de travail et un investissement considérable. Un seul charbon égaré pouvait déclencher une catastrophe. La fumée endommagerait les cloches de bronze, obscurcirait la visibilité du guetteur, s'accumulerait dans la chambre fermée. Transporter du bois ou du charbon en haut des escaliers étroits et raides à chaque quart serait épuisant. La ventilation conduirait la fumée partout, sauf là où on le souhaite. La solution réaliste adoptée était donc simple: accepter le froid, faire tourner les gardes fréquemment, compter sur l'endurance humaine. Le pragmatisme médiéval, travailler avec ce qu'on a, plutôt que rêver de ce qu'on aimerait avoir. Notons toutefois que des variations régionales existaient. Les campaniles italiens, ces tours de clochers souvent détachés des églises elles-mêmes, étaient encore plus exposés que leurs homologues nordiques. Sans même le bénéfice d'un bâtiment adjacent pour bloquer partiellement le vent, ils représentaient l'expérience ultime de l'isolement venteux. En Europe du Nord, certaines tours gothiques intégrées aux cathédrales possédaient des chambres chauffées dans les niveaux inférieurs. Le guetteur pouvait éventuellement descendre entre les sonneries d'heure pour se réchauffer brièvement avant de remonter. Les tours françaises, particulièrement les grandes réalisations gothiques comme celle de Notre-Dame ou de Chartres, atteignaient des hauteurs impressionnantes et une exposition maximale. Quelques tours comportaient effectivement une petite pièce chauffée juste en dessous de la chambre des cloches, mais beaucoup n'offraient aucun échappatoire au froid. Élargissons notre perspective en examinant les technologies de chauffage disponibles à l'époque médiévale. L'invention de la cheminée au XIIe siècle représenta une avancée majeure. Auparavant, les feux brûlaient au centre des pièces, la fumée s'échappant par des trous dans le toit. La cheminée se généralisa au XIIIe siècle, mais demeurait un luxe d'élite. Les châteaux et monastères en possédaient. Les paysans continuaient avec des feux ouverts ou vivaient dans le froid. Les braseros offraient une solution plus portable, des contenants métalliques contenant des charbons incandescents. Même ces braseros produisaient de la fumée. Dans une chambre de clocher avec ses courants d'air tourbillonnants, maintenir un brasier allumé serait difficile, et la fumée serait soufflée au visage du guetteur. Les bassinoires, récipients en laiton contenant des pierres chauffées, offraient un soulagement temporaire. Certains gardes portaient peut-être des pierres chaudes dans leurs poches. Ces solutions fonctionnaient 1 heure ou 2. Ensuite, sans moyen de réchauffer les pierres en haut du clocher, le garde se retrouvait démuni. Les gens médiévaux cherchaient à combattre le froid avec créativité. Tapisseries aux murs pour l'isolation, chaleur animale du bétail au rez-de-chaussée.
Aucune de ces solutions n'était applicable aux clochers. Pourquoi les clochers recevaient-ils si rarement des sources de chaleur? Le risque d'incendie dans les beffrois en bois était terrifiant. La fumée endommagerait les cloches de bronze, compromettrait la visibilité. Le transport du combustible en haut d'escaliers étroits serait épuisant. Le combustible coûtait cher. Dépenser des ressources pour le confort d'un travailleur de bas statut ne figurait pas parmi les priorités. De plus, le garde devait rester vigilant, sonner les cloches au moment précis. Entretenir un feu diviserait son attention. Les gardes des murailles bénéficiaient d'un avantage: l'accès à des corps de garde chauffés. Avec plusieurs gardes en service, une rotation permettait à chacun de se réchauffer. Cette option n'existait pas pour le guetteur solitaire. L'isolation thermique posait un problème fondamental. La pierre possède une résistance thermique très faible, seulement R0,25 par pouce. Un mur de 60 cm atteint au maximum R6. Les normes modernes exigent R20 ou R30. Les murs médiévaux offraient une isolation dérisoire. Sans matériaux isolants modernes, les bâtisseurs livraient bataille contre le froid en générant de la chaleur interne et en bouchant les fissures. Mais dans un clocher, cette stratégie échouait. Pas de source de chaleur, impossible de bloquer l'air. Le guetteur combattait le froid avec ses seuls vêtements. Quantifions cette différence. Posons des hypothèses. Nuit claire de novembre, 0 degré au sol, vent de 20 km/h en altitude. Sur les murailles, le mur massif rayonne encore à 3 degrés. Le parapet bloque le vent. Température ressentie, -2 degrés. Froid, mais gérable. Au clocher, à 70 mètres, le vent souffle à 30 km/h ou plus. Les murs minces n'ont retenu aucune chaleur. Avec le refroidissement éolien, la sensation thermique atteint -10 degrés ou pire. La différence, 8 degrés ou plus dans la température perçue. Cette différence se traduit en souffrance physique, risque pour la santé, épuisement. Le corps génère environ 100 watts de chaleur métabolique. Dans l'air calme, il maintient sa température centrale. Mais face au vent, le taux de perte de chaleur double ou triple. Quand le corps ne compense plus, il déclenche le frissonnement, une tentative de générer de la chaleur par contraction musculaire. Mais frissonner est épuisant. Les muscles se fatiguent, consomment le glucose. Un homme qui frissonne pendant des heures s'épuise. Avec une exposition prolongée, l'hypothermie devient réelle. À 35 degrés, les fonctions cognitives se dégradent. À 33, la confusion s'installe. En dessous de 30, la vie est en danger. Le facteur durée amplifie tout. 1 heure, gérable. 4 heures, un défi sérieux. 8 heures, potentiellement dangereux. Or, l'écart durait 8 ou 10 heures. Sans possibilité de se réchauffer, le risque était authentique. Les gelures pouvaient survenir en moins d'1 heure. Les conditions étaient si difficiles que des guetteurs risquaient leur vie. Les variations régionales comptent. Dans le sud, les hivers étaient cléments. Dans le nord, France, Allemagne, Pologne, les hivers devenaient sévères. Avec le vent en altitude, la température ressentie pouvait atteindre -25 degrés. Comment survivre 8 heures? Les régions nordiques développèrent peut-être des quarts plus courts ou des systèmes mécaniques. L'architecture n'est jamais neutre. Elle incarne toujours les valeurs, les priorités et les structures de pouvoir de la société qui la crée. Les cathédrales gothiques, avec leurs flèches audacieuses perçant les cieux, exprimaient la foi et l'ambition spirituelle. Les châteaux massifs, avec leurs murailles imprenables et leurs donjons hautains, manifestaient la puissance militaire et la domination seigneuriale. Or, quand nous examinons attentivement les détails de ces structures, qui étaient protégées du froid et qui ne l'étaient pas, nous découvrons des vérités moins glorieuses,
mais tout aussi révélatrice sur les hiérarchies sociales médiévales. Les défenseurs d'une ville, généralement des hommes d'armes, des sergents, parfois des chevaliers, bénéficiaient de chemins de ronde protégés, de corps de garde chauffés, de provisions régulières. Leur confort et leur survie importaient parce qu'ils étaient valorisés socialement et fonctionnellement essentiels à la défense collective. Les guetteurs de clochers, en revanche, occupaient une strate sociale bien inférieure. Nous l'avons mentionné. Seul le fossoyeur et le bourreau étaient considérés comme ayant un statut plus bas. Pourquoi cette dévalorisation ? Probablement parce que le travail ne requérait pas de compétences militaires prestigieuses, ne présentait pas le même type de bravoure visible qu'un combat. Le guetteur restait assis dans sa tour, sonnait des cloches. Du point de vue des élites, n'importe qui pouvait faire cela. La réalité de l'endurance physique et mentale nécessaire pour survivre aux conditions ne recevait pas la reconnaissance qu'elle méritait. Cette dévalorisation se reflétait directement dans l'architecture. Nul besoin de rendre la tour confortable pour quelqu'un d'aussi peu important. S'il mourait de froid, on trouverait un remplaçant parmi les nombreux pauvres cherchant du travail. Examinons les implications économiques. Chauffer coûte cher. Le combustible, bois ou charbon, représentait une dépense significative dans les budgets médiévaux. Les investissements en chauffage suivaient strictement la logique de la valeur sociale. La grande salle du château, où le seigneur recevait ses vassaux et présidait les festins, était magnifiquement chauffée avec un foyer central massif. Les chambres des seigneurs possédaient des cheminées. Les monastères chauffaient le scriptorium, où les moines copiaient les manuscrits précieux. Mais chauffer un clocher pour le confort d'un guetteur de bas rang? Impensable. Le calcul brutal était simple. Le coût du combustible dépassait la valeur attribuée au bien-être du travailleur. Paradoxalement, remplacer un guetteur mort de froid revenait moins cher que de le garder au chaud. La main-d'œuvre non qualifiée était abondante, le combustible relativement rare et coûteux. Toutefois, soyons nuancés. Certaines villes payaient effectivement une prime salariale pour le service de nuit en hiver dans les clochers, reconnaissant la dureté exceptionnelle du travail. Ces primes restaient modestes, mais leur existence même prouve que la société médiévale n'était pas totalement insensible. Les autorités municipales comprenaient qu'il fallait offrir une compensation pour attirer des hommes vers ce travail particulièrement pénible. De même, la tradition mentionnée des auberges restant ouvertes après le couvre-feu pour les guetteurs révèle une certaine compassion populaire. Les aubergistes, peut-être mus par la sympathie ou par l'appât de quelques pièces supplémentaires, offraient chaleur et compagnie aux hommes qui veillaient pendant que les autres dormaient. Les contraintes technologiques doivent également figurer dans notre analyse. L'ingénierie médiévale accomplissait des prouesses remarquables. Ces cathédrales qui tiennent encore debout après 800 ans en témoignent. Mais elles ne pouvaient pas tout résoudre. Chauffer efficacement de grands espaces ouverts dépassait les capacités de l'époque. Même les châteaux, avec toutes leurs cheminées, restaient inconfortablement froids selon nos standards. Les courants d'air omniprésents, l'isolation quasi inexistante, les fenêtres sans vitrage ou avec du verre primitif, tous ces facteurs rendaient le chauffage d'un bâtiment médiéval terriblement inefficace. Face à ces limites techniques, la société médiévale faisait des choix. Concentrer les ressources limitées là où elles importèrent le plus selon les valeurs de l'époque. L'endurance humaine devenait elle-même une technologie. Puisqu'on ne pouvait pas rendre le clocher chaud, on trouvait des hommes assez robustes pour endurer le froid. Pourquoi maintenir quelqu'un dans les clochers malgré tout? Parce que les cloches remplissaient une fonction sociale absolument vitale. Elles marquaient le temps dans une société sans horloge personnelle. Les heures canoniales rythmaient non seulement la vie monastique, mais aussi le travail, le commerce, les activités civiques. Quand la cloche sonnait, non à 15 heures, les artisans savaient qu'il leur restait quelques heures de lumière. Quand vêpres résonnait au coucher du soleil, c'était le signal de rentrer chez soi.
Le couvre-feu sonnait, les portes des maisons se fermaient, les lumières s'éteignaient. Les cloches d'alarme avertissaient d'un incendie, d'une invasion, de toute urgence. Elles coordonnaient la vie communautaire d'une manière que nous avons du mal à imaginer aujourd'hui avec nos montres et nos téléphones. Quelqu'un devait sonner ces cloches, et la technologie mécanisée pour le faire automatiquement n'existait pas encore. Le travail humain restait irremplaçable. Le coût-bénéfice, du point de vue médiéval, était clair. La souffrance du guetteur valait moins que la fonction temporelle et d'alerte assurée par les cloches. Rassemblons les fils de notre exploration. Pourquoi le clocher était-il tellement plus froid que les murailles? Pour une convergence de facteurs se renforçant mutuellement. La hauteur. À 100 mètres d'altitude, les vents soufflaient avec une force bien supérieure, arrachant la chaleur corporelle. L'architecture ouverte, les persiennes créaient des courants d'air constants. L'absence de masse thermique, les murs minces ne pouvaient ni emmagasiner ni rayonner de chaleur. L'effet de cheminée, la configuration verticale aspirait le froid et évacuait toute chaleur. L'absence de chauffage, le risque d'incendie interdisait les feux. L'isolement, pas d'accès aux espaces chauffés. Le statut social. Les guetteurs de bas rang ne bénéficiaient d'aucune protection. Ensemble, ces facteurs créaient des conditions où la température ressentie pouvait être inférieure de 8 à 10 degrés. La différence entre l'inconfort et le danger mortel. Les clochers révèlent une vérité sur la vie médiévale. Le froid était un compagnon constant. Les maisons restaient glaciales malgré les foyers. Les églises, vastes volumes de pierre, étaient encore plus froides. Les châteaux souffraient de courants d'air perpétuels. Les gens s'adaptaient, vêtements multicouches, mouvements constants, proximité humaine pour partager la chaleur. Étaient-ils plus robustes? Peut-être. Ou n'avaient-ils pas le choix? Depuis notre perspective moderne, la situation peut sembler cruelle. Pourtant, les travailleurs modernes affrontent toujours des extrêmes environnementaux. La différence réside dans les normes de sécurité, l'équipement spécialisé et surtout la reconnaissance sociale de leurs sacrifices. Les guetteurs médiévaux étaient les ancêtres de nos travailleurs essentiels contemporains. Ils accomplissaient un service vital dont dépendait toute la communauté. Ils maintenaient les villes en sécurité, coordonnées, fonctionnelles. Leur nuit froide constituait le prix invisible payé pour la civilisation urbaine médiévale. Chaque fois qu'un bourgeois entendait les cloches depuis son lit douillet, chaque fois qu'un marchand organisait sa journée selon les heures sonnées, chaque fois qu'une alarme incendie sauvait des vies, c'était grâce à un homme gelé dans une tour qui accomplissait son devoir. Cette contribution mérite d'être reconnue et honorée, même 8 siècles plus tard. Beaucoup de ces clochers médiévaux se dressent encore aujourd'hui, dominant les paysages urbains européens. Certains sonnent toujours leurs cloches, parfois avec des mécanismes automatisés modernes, mais quelques-uns, comme le guetteur de la cathédrale de Lausanne, en Suisse, maintiennent la tradition humaine depuis plus de 600 ans. Chaque nuit, un guetteur monte dans la tour et crie l'heure depuis les ouvertures, perpétuant un rituel médiéval authentique. Quand nous entendons ces cloches historiques résonner à travers les villes, nous pouvons maintenant penser aux siècles de guetteurs qui les ont sonnés avant nous. Des milliers de nuits froides, des millions d'heures passées dans le vent glacé, des générations de labeurs anonymes. Les clochers sont certes des merveilles architecturales, des prouesses d'ingénierie médiévale, mais ils sont aussi des monuments involontaires à l'endurance humaine et au sacrifice silencieux des travailleurs ordinaires. Cette exploration commençait avec une question apparemment simple. Pourquoi un poste était-il plus froid qu'un autre? Elle nous a conduits à travers la physique atmosphérique, l'architecture gothique, les propriétés thermiques des matériaux, les technologies de chauffage,
et finalement les structures sociales et les valeurs d'une civilisation entière. Les détails apparemment mineurs de la vie quotidienne, où les gens se tenaient, comment ils gardaient leur chaleur, qui recevaient protection et qui n'en recevaient pas, révèlent autant sur le Moyen Âge que les batailles célèbres ou les traités politiques. L'histoire n'est pas seulement faite de rois et de conquêtes. Elle est aussi faite d'hommes ordinaires accomplissant des tâches difficiles, survivant aux conditions hostiles, maintenant les rouages de la société en mouvement nuit après nuit. Quand nous considérons cela avec les yeux d'aujourd'hui, confortablement installés dans nos environnements climatisés, nous pouvons apprécier à la fois l'ingéniosité remarquable de l'ère médiévale et les immenses progrès que nous avons accomplis depuis. Merci de m'avoir accompagné dans cette plongée profonde dans la vie quotidienne médiévale. Si vous avez apprécié cette exploration d'un aspect méconnu de l'histoire, je serais ravi que vous donniez un coup de pouce à cette vidéo avec un like. N'hésitez pas à la partager avec toute personne intéressée par l'histoire, l'architecture, la physique ou simplement par les mystères de la vie humaine à travers les âges. Abonnez-vous pour découvrir d'autres explorations des énigmes médiévales. Il reste tant de questions fascinantes à examiner. Dites-moi dans les commentaires, quels autres aspects de la vie quotidienne médiévale vous intriguent? Qu'aimeriez-vous comprendre sur la manière dont nos ancêtres vivaient, travaillaient, survivaient? Vos suggestions guident souvent mes prochaines recherches. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Et surtout, restez au chaud.